La sonde Hayabusa 2 est un projet japonais, mais savez-vous que le CNES, l'agence spatiale française, est aussi impliquée? Découvrez dans l'interview qui suit de Laurence Lorda, responsable de la mécanique spatiale, comment l'équipe du centre des opérations du CNES prépare l'atterrissage de Mascot. Le 20 juillet, j'ai pu me rendre au FOX, le French Operations Center for Science and Exploration, là où les équipes du CNES pilotent le rover martien Curiosity, ont suivi l'atterrisseur Philae et s'apprêtent à suivre la mission InSight sur Mars. Une salle est dédiée depuis quelques mois à la mission Hayabusa 2, une salle joliment décorée comme vous pourrez le voir. Actuellement, les équipes d'Aurélie Moussi, la responsable du projet au CNES, étudient les données envoyées par la sonde Hayabusa 2 pour déterminer les meilleurs sites d'atterrissage pour Mascot. Mascot, c'est l'un des 3 atterrisseurs de la mission. Il a été développé par le DLR, l'agence spatiale allemande, avec une forte participation française. Pour le 15 août, il faut qu'on fournisse à l'agence spatiale japonaise des présélections de sites candidats où on aurait envie de lâcher notre petit Mascot. Donc l'idée, c'est que cet astéroïde, on vient de le découvrir en fait. La sonde y est arrivée fin juin et avant ça, on connaissait quasiment rien sur lui. Donc on reçoit là au fur et à mesure que la sonde fait les mesures, on reçoit les données. Donc les données, ça veut dire un modèle de forme, donc la tête qu'il a, sa forme, sa composition, son état de surface, son orbite aussi. Il a reçu également là, ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'est une estimation de sa gravité, donc de la force de gravité qu'elle exerce sur la sonde et sur Mascot quand on va le lâcher à la surface. C'était une donnée qui était très importante, en fait, qui est reliée à la densité du corps. Donc on avait une estimation de volume. On n'est pas trop loin du modèle de référence qu'on utilisait jusqu'à présent, donc on n'est pas trop surpris. Et avec ça, nous, on prend tout ça, ce que Romain est en train de faire, on met ça dans nos outils de calcul. On va essayer de prédire toutes les trajectoires possibles où Mascot va pouvoir atterrir et on va essayer avec ces prédictions de montrer où sont les endroits possibles pour que les scientifiques après puissent choisir ceux qui les intéressent le plus pour le retour que ça peut donner. Donc là, ce qu'on a, c'est on a fait imprimer un modèle de forme tel qu'il nous a été livré par la JAXA. Donc ça, c'est la tête, c'est à quoi il ressemble en fait. C'est donc notre idée. Nous, on va être séparés Mascot va être séparé par Hayabusa à 60 mètres, à un peu moins de 60 mètres de la surface de l'astéroïde. En fait, cet astéroïde, on a découvert également son pôle de rotation qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et donc, ce qui se passe, c'est que la sonde, elle arrive. Si moi je suis la Terre, c'est l'astéroïde, la sonde, elle arrive forcément le long de cette ligne-là et elle va nous lâcher à 60 mètres là, le long de cette ligne de l'astéroïde. Et ce qu'on va choisir, c'est en gros l'instant où elle va nous lâcher, parce qu'en fonction de cet instant, on va tomber à un endroit ou à un autre de la surface. C'est un peu le même principe qu'au niveau de Philae, parce qu'il avait été lâché avant, donc on estimait la trajectoire finale pour être sur le site d'atterrissage. La grosse différence avec Philae, c'est que Philae, il avait une descente contrôlée. C'est-à-dire Philae, il était stabilisé quand il descendait et on visait un point très précis. Là, c'est vraiment une boîte à chaussures qui n'a aucun système de contrôle ni d'ancrage en fait. Donc on la lâche, cette boîte, elle tourne, elle tombe et elle va rebondir en fait. Donc par rapport à Philae, on a des incertitudes beaucoup plus grandes, ce qu'aurait dû être Philae, parce que finalement Philae a rebondi, mais ce n'était pas prévu. On a des incertitudes beaucoup plus grandes, donc tout notre travail, à nous là, c'est de prendre en compte toutes ces incertitudes et de les mettre dans nos calculs de trajectoire. À partir de ça, calculer toutes les trajectoires possibles en étant relâché à un instant T et regarder où est-ce qu'on peut atterrir sur cet astéroïde. Après, on a un certain nombre de contraintes qu'on doit respecter pour que Mascot puisse fonctionner correctement. Des contraintes en température, en éclairement par rapport au soleil. Donc tout ça, c'est pareil, on l'a paramétré dans nos outils. Et du coup, donc là, si on prend en compte, à chaque instant, on calcule un ensemble de trajectoires en disant là, on va tomber là, là, on va tomber là. On obtient des espèces de tâches d'endroits possibles où on tombe. Et ces tâches, on va les caractériser par rapport à ces contraintes. Donc on va dire, par exemple, si on tombe là, on va être bien éclairé, mais on va être trop chaud. Si on tombe là, la température c'est bien, mais du coup on ne peut plus communiquer avec la sonde. Donc on prend en compte tous ces paramètres. On en ressort quelques candidats possibles, avec toutes les contraintes qui nous ont été données. Et on se met autour d'une table avec les équipes scientifiques et les équipes projet, et on discute ensemble de quel est le meilleur endroit pour faire atterrir Mascot. Meilleur endroit surtout du point de vue scientifique, parce qu'on est quand même au service de la science au final. Donc
On veut essayer de tirer le maximum de profit de tout ça. Une fois qu'on s'est tous mis d'accord, donc ça aura lieu ici le 14 août à Toulouse, tout le monde va se rassembler ici, et sur la base de nos calculs, et puis des calculs des autres équipes également, tout ce qui est modélisation thermique, les études des scientifiques, on va essayer de choisir les meilleurs candidats. On va essayer d'en retirer 2 ou 3 possibles. On va aller voir les Japonais, on va leur dire voilà, nous on aimerait bien être lâchés là. Et eux, ils vont dire bah, ça nous va ou ça nous va pas. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent faire avec leur sonde, c'est également aller chercher des échantillons à la surface de cet astéroïde. Donc il ne faudrait pas que nous on se pose à un endroit qui les perturbe pour recueillir ces échantillons. Ce n'est pas tant le problème de pollution de la zone, parce que Mascot est trop petit, c'est surtout que la sonde, pour descendre à la surface de l'astéroïde, elle se base sur une navigation optique, donc elle reconnaît des points sur des images et puis elle se sert d'une petite cible qu'elle envoie à l'avance pour pouvoir descendre sans risquer de s'écraser. Et s'il y a Mascot dans son champ de vision, on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Si elle commence à prendre Mascot pour sa cible, bah, elle pourrait ne pas fonctionner correctement. Il ne faudrait pas qu'elle se crache sans Mascot. Donc l'idée, c'est d'arriver à choisir des sites pour atterrir pour les deux, pour à la fois l'atterrisseur et la sonde, qui soient cohérents et qui ne se perturbent pas les uns les autres. En fait. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir les Japonais avec ces informations-là. Et eux vont dire, bah, parmi les 3 sites que vous avez sélectionnés, bah, le deuxième, par exemple, il nous semble bien, et c'est celui-là sur lequel on va vous séparer. Et ça aura lieu dans la première partie du mois d'octobre. Une fois qu'on s'est mis d'accord mi-août, ça va lancer toutes les procédures pour préparer toutes les commandes qu'on va envoyer à la sonde pour qu'elle envoie Mascot à la surface de l'astéroïde. Et avec ça, on pourra être prêt pendant la première partie d'octobre pour faire ces opérations. Voilà, donc on lâche Mascot, il a entre 10 et 16 heures de durée de vie, hein, pas de batterie, que sur batterie, pas de panneaux solaires, et, pas de moyen de se recharger. Donc essayer de bouger un peu aussi avec le petit bras, on a entendu parler, hein, le petit bras qui lui permet de soit se retourner, faire ça, voilà, de faire ça, de se retourner. Et puis si on l'agite un peu plus fort, non seulement de se retourner, mais également d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Oui, de faire des sauts pour changer de zone. Pour changer de zone, voilà. On espère explorer 2 zones, comme ça, si la batterie le permet, et si on arrive. Voilà. Donc pas très loin l'une de l'autre, parce que le problème c'est que plus on bouge, plus on passe de temps à bouger, moins on a de temps de batterie pour faire de la science. Ouais. C'est un compromis à trouver entre explorer un autre endroit et passer du temps à faire autre chose que de la science. On a commencé aujourd'hui, on est tout fou à tout donner. Donc là, vous n'avez pas de vacances en fait. Pas tout de suite. Non, jusqu'en octobre. Pas tout de suite. Alors, bah, si après, alors pour nous, équipe Megaspar, la grosse période, elle est là jusqu'à mi-août. Ah d'accord. Après, si tout s'est bien passé, qu'on a réussi à se mettre d'accord avec la JAXA, ce dont on ne doute pas du tout, nous on aura un petit répit. On remettra à jour nos calculs régulièrement en fonction des mesures qui arrivent. Après, une fois que Mascot aura été séparé, l'enjeu pour nous, ça va être d'aider à reconstruire sa trajectoire et éventuellement à le retrouver à la surface de l'astéroïde si jamais l'endroit où il est tombé n'est pas évident, puisqu'on ne contrôle pas ses rebonds. Donc on n'a aucun moyen à l'avance de maîtriser l'endroit où il va tomber réellement, quoi. Nous, on fait des études statistiques en disant il va rebondir en moyenne tant de fois, il risque de tomber à tel endroit. Mais ce qui se passe en réalité, on aura besoin de faire un travail pour le reconstruire. Un travail qui est assez important puisque en janvier, au début de l'année prochaine, donc il va y avoir un premier échantillonnage de la JAXA qui va avoir lieu à l'automne, après notre séparation. Et au début de l'année prochaine, il va y avoir une seconde prise d'échantillons. Et pour ça, la JAXA aimerait bien qu'on ait localisé de manière sûre Mascot pour que ça n'intervienne plus dans leur choix de site et qu'ils puissent être sûrs d'aller prendre les échantillons à l'endroit où Mascot est. Donc voilà, il y aura une deuxième phase de travail à ce moment-là. Donc entre fin août et octobre, ça sera un peu plus calme. Donc, j'espère que cette visite vous a plu. Merci au CNES, à Laurence Lorda et son équipe pour son accueil, à Aurélie Moussy, responsable projet de la mission, et Claire Dramas du service communication pour avoir permis cette visite. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles interviews ou de nouvelles visites.